Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans cet épisode, on va d'abord débriefer la première semaine du Giro, en tout cas les étapes 4 à 9, et ensuite on parlera de la deuxième semaine. Je vous avoue que j'enregistre ça le dimanche soir, juste après l'étape des Chemins Blancs, des Strade Bianche, qui était vraiment top. Et franchement, on sort d'une très très belle semaine, première semaine de Giro. La semaine qui arrive s'annonce un peu moins généreuse en sensations, mais en tout cas, j'ai très hâte de vous en parler. Et tout d'abord, donc, le débrief des premières étapes. Et on va tout de suite partir sur la première étape de cette première semaine, donc, enfin de cette deuxième semaine, on va dire, avec l'étape entre Alberobello et Lecce, qui était donc l'étape numéro 4, étape de sprint, hein. De toute façon, tout le monde le savait, qui s'est achevée par la victoire de Casper Van Euden, devant Olaf Koy et puis Michael Zillard. Donc un triplé néerlandais sur cette étape de sprint. Euh, Ce qui a été notable dans l'étape, c'est qu'on a vu plusieurs problèmes pour Pedersen, qui l'ont peut-être un peu gêné dans le sprint final. Euh, Pedersen et Coy qui ont joué les sprints intermédiaires aussi. Par exemple, c'était pas le cas de Caden Groves, qui emmenait Jensen Plowright, il me semble, aller faire les sprints à sa place. On a eu aussi un sprint bonus dans lequel Isaac Del Toro est allé prendre des bonifs devant Roglic, avant finalement un sprint final qui était attendu par tout le monde. Euh, donc je le disais, un triplé néerlandais, Pedersen qui fait quatrième devant Groves, cinquième, Bennett 6, Paul Magnier 7. Voilà, ça c'est pour les résultats principaux. Globalement, ça s'est vraiment joué au placement. Il y avait c'est un enchaînement de virages, vu qu'on arrive à Lecce, c'était assez urbain. Il y avait des enchaînements de virages pardon, dans des rues assez étroites. Van Uden était le mieux emmené, c'est lui qui a gagné tout simplement. On a vu notamment sur la palette des rois de la pédale sur Eurosport, il me semble que c'était Jackie Durand qui montrait que, ou alors c'était Steve Chenel, qui montrait que les plus rapides c'était Coy, c'était Groves, mais qu'ils étaient mal placés. Donc c'est pour ça qu'ils font respectivement 2 et 5 et qu'ils ne sont pas premiers. Et donc une victoire de Casper Van Uden pour la pique-nique post-NL. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné une victoire de ce prestige-là, donc ils doivent être très contents. Pedersen était un peu loin dans le final. Il a probablement manqué un peu de force et un peu de vélocité pour aller s'imposer. Donc ce qui montre quand même que sur un sprint plat, Mats Pedersen est vraiment prenable. Autant sur les arrivées un peu difficiles, on a vu qu'il était très très fort sur les étapes 1 et 3 et aussi sur l'étape 5 dont on va parler juste après. Autant sur un sprint tout plat, il est prenable. Un élément aussi qui était assez important sur cette étape-là, c'est que Wout van Aert n'a pas emmené Olaf Koy. Et ça a probablement un peu enterré les chances d'Olaf Koy de gagner. Enfin, il aurait pu gagner sans Van Aert, mais disons que ça a un peu réduit ses chances. Donc un peu dommage, après on ne sait pas trop dans quel état était Van Aert. Apparemment il avait un début de Giro assez difficile quand même, donc on peut pas forcément lui en vouloir, mais c'est quand même un élément déterminant dans le résultat. Quand même une belle perf de Michael Zilliard aussi pour la Tudor, qui fait troisième. On savait sa force sur les prologues, on savait qu'il allait plutôt vite au sprint, mais quand même, il est devant Pedersen, Groves, donc ça montre quand même que il a su très bien se placer, et c'est ce qui a permis de faire un bon résultat pour la Tudor. Et puis côté français, on a Paul Magnier, qui fait la septième place. Euh, voilà, c'est bien. Je l'attendais pas vraiment plus haut, on va dire que Paul Magnier, c'est pas non plus le coureur le plus rapide du monde pour l'instant, donc une septième place un petit peu rassurante, même s'il était transparent globalement sur l'étape. Étape numéro 5 entre Ceglie Messapeka et Matera. Donc on avait parlé de cette étape avec son final très difficile. Le premier élément qu'on a eu tout d'abord qui était assez important, c'était que Soren Kragh Andersen de la Lidl Trek n'était pas partant. Donc ça a quand même un petit impact sur la stratégie de la Lidl qui était très très forte jusque-là. Et donc il y a un de ses équipiers importants qui n'est pas parti. Donc ce qui pouvait avoir une influence sur la course. Finalement, ça n'a pas empêché Mats Pedersen de s'imposer. Donc dans ce sprint difficile, on a vu par exemple un Kaden Groves être dans le bon groupe, mais pas être suffisamment fort pour jouer l'étape. Globalement, c'est vraiment ce à quoi on s'attendait, hein, avec notamment ce petit radar là qui était à 2-3 km de l'arrivée. On savait qu'il allait y avoir des sprinters qui allaient reculer, et on savait aussi que potentiellement les gens qui avaient trop forcé dans ce mur-là n'allaient pas être capables en fait de faire un sprint à 100%. Donc il y a aussi eu un gros travail de la UAE hein, dans ce col de deuxième catégorie qui fait que pas mal de sprinters ont été relâchés. Donc je parlais de Groves, il y avait aussi Max Canter qui ils ont été lâchés tous les deux à un moment, ils sont revenus, mais bon, ils n'ont pas pu jouer dans le final parce que la Lidl Trek a roulé très très fort, notamment avec un Matthias Vacek ahurissant. Autant Mats Pedersen a montré beaucoup de force sur ce début du Giro, autant
Mathias Vacek, c'était pas attendu. On l'attendait fort, mais à ce point-là, c'est très très fort, hein, franchement. Pedersen lui doit vraiment la victoire. Pedersen qui a su reculer dans le groupe, dans le mur, pour pas trop se mettre dans le rouge, qui s'est très bien replacé très rapidement dans l'arrivée. Et voilà, donc il gagne. C'est lui qui a été le plus fin tactiquement. Quand même une deuxième place de Zambanini, qui était fort, mais qui partait trop loin. Pitcock, Aoular, qui font 4-5, 3-4, pardon, donc c'est vraiment des trucs qu'on attendait un peu. Van Aert n'a pas tenu, donc ça c'était encore une journée galère un peu pour Van Aert, qui n'a pas pu jouer la gagne sur cette étape alors que en vrai le profil lui correspondait, hein. Et je m'étais aussi noté pourquoi est-ce que les UAE ont roulé. Ils ont roulé très très fort dans ce col de deuxième catégorie qui était un peu loin de l'arrivée. Bizarre quoi. Ayuso était jamais bien placé, finalement on a plutôt joué pour Del Toro, qui fait 10e de l'étape. Enfin, franchement bizarre quoi. Mais de toute façon, la Lidl Trek roulait trop fort, donc c'était très difficile de faire des attaques. Étape numéro 6, étape très importante entre Potenza et Naples. Étape très importante parce que il y a eu de la pluie sur des routes qui étaient glissantes et il y a eu une neutralisation de course. Juste avant ça, quand même, on a une échappée qui est partie. Il y a Jevine qui essaie de se glisser dans l'échappée, Ineos qui essaie de se glisser dans l'échappée. Ça a foutu un peu le bazar. Ça a roulé très très vite. Et à un moment, on avait un col de deuxième catégorie avec Fortunato qui a lâché énormément de force pour aller chercher des points. Donc là, on s'est dit à partir de ce moment-là, bon, Fortunato qui était déjà un peu loin en général, parce qu'il avait perdu du temps sur l'étape 3, je crois, et parce qu'il avait perdu du temps sur le chrono, on s'est dit il va plutôt jouer les points de la montagne a priori, mais il s'est relevé de toute façon après le deuxième catégorie. Et ensuite, donc cette chute dans une descente rapide, course neutralisée parce qu'il y avait beaucoup de coureurs par terre, et surtout l'abandon de Jay Hindley, malheureusement. Donc c'est un très bon lieutenant de Primoz Roglic qui part. On savait que la garde rapprochée de Primoz Roglic, c'était Tratnik, Pellizzari, Felipe Martinez et puis Jay Hindley. Jay Hindley, ancien vainqueur du Giro. Et donc abandon de Jay Hindley. Dans ceux qui sont tombés, Paul Magnier est tombé aussi, Carapaz est tombé mais ça avait l'air d'aller, Daniel Felipe Martinez, Derek G, Lorenzo Fortunato aussi, Adam Yates. C'était assez difficile d'estimer la gravité des blessures de chacun. A priori, ça a pas fait trop de mal, c'était surtout une grosse glissade, mais à 60 km/h, il me semble. Donc voilà, la course qui a été neutralisée. Mats Pedersen n'était pas assez en jambes pour aller jouer la victoire. Il a dit il avait trop mal après la chute pour jouer la victoire. Donc on a eu un petit groupe qui s'est joué la victoire au sprint. Et à ce jeu-là, c'est Caden Groves qui a gagné assez facilement devant Milan Fretin et puis Paul Magnier qui fait une troisième belle place. Après, c'était vraiment un sprint très particulier, hein, vu qu'il y avait, c'est pas 30-40 coureurs qui se jouaient la victoire et tous les autres étaient 5 minutes derrière. On a eu un moment, Van Aert qui était bien placé pour faire le coup du kilomètre quasiment, mais ça a pas pris. Et puis Olaf Koy fait 10e, quoi. Donc un peu dommage. Euh, et à noter aussi qu'il n'y avait pas de points pour le classement du cyclamen à ce moment-là. Mais donc, étape notamment marquée par cette grosse chute et la neutralisation de la course. Et le lendemain, c'était l'étape 7 avec la première arrivée au sommet, pardon, et la victoire de Juan Ayuso, qui a frappé un premier coup sur ce Giro. Si on revient rapidement sur l'étape, pardon, euh, sur cette étape numéro 7, on a eu encore une fois Vine et Maika qui ont essayé de se glisser dans l'échappée. Finalement, la Red Bull a contrôlé derrière pour pas laisser partir des gars du devant. Et on a eu malheureusement cette chute de Romain Bardet et David Gaudu. Bardet et Gaudu qui ont pu revenir juste avant l'ascension finale, mais Gaudu qui a dit qu'il avait un trou dans la main, qui est blessé assez sérieusement, il a dû faire des points de suture sur sa main. On sait qu'il a des problèmes régulièrement à cette main, donc c'est un peu compliqué. Romain Bardet qui s'est dit se ressentir de son genou, donc un peu délicat. Et on a vu Romain Bardet donc faire l'équipier pour Max Poul avant de se relever. Donc là, on a compris que Romain Bardet ne jouerait pas le classement général sur ce Giro d'Italia, ce qui est peut-être une bonne chose, je sais pas trop. Je pense qu'il faudra évaluer ça à la lueur de son résultat final sur ce Giro, mais voilà, Romain Bardet qui a décidé donc de jouer l'équipier pour Max Poul. Et puis David Gaudu qui s'est fait lâcher. David Gaudu sur cette étape, il perd quand même 50 secondes sur Ayuso. Donc sur une montée très courte, ça fait mal, mais bon, dans l'état dans lequel il était, on peut pas vraiment lui en vouloir. Euh,
Et donc, Fortunato aussi qui a perdu pas mal de temps à ce moment-là, qui a perdu 30 secondes. Euh, Puis dans l'ascension finale, donc on a eu une attaque d'abord de Giulio Ciccone, qui s'est fait contrer par Egan Bernal, donc Egan Bernal qui montrait plutôt une belle forme sur cette étape-là. Et finalement, on a eu une attaque décisive de Juan Ayuso à 500 mètres de l'arrivée, qui a été suivie par personne. Roglic était très mal placé en fait. Donc soit il avait pas les jambes et il était mal placé, ou soit il était mal placé. Toujours est-il qu'il n'a pas pu suivre l'attaque de Juan Ayuso. Je me suis vraiment demandé ce que faisait aussi Adam Yates dans cette étape-là. Il était toujours à l'arrière du groupe, comme si en fait il n'était pas dans l'équipe UAE. C'était franchement bizarre, et donc Juan Ayuso qui s'est imposé. Derrière, on a un petit groupe à 4 secondes, avec globalement les plus forts de ce Giro, hein. Je pense que c'est tous les noms qu'on verra par la suite. Isaac Del Toro qui règle la deuxième place, donc prémonitoire pour l'étape numéro 9. Egan Bernal troisième, donc qui fait une belle étape, devant Roglic. Avec lui, il y a le triplet des Italiens Ciccone, Tiberi, Caruso. Franchement, Caruso qui montrait un beau niveau. Personne n'en a parlé avant le Giro, moi non plus. Mais il joue toujours placé, donc ça sera intéressant à suivre, même si tout sera pour Tiberi, évidemment. À noter quand même que Caruso est en bonne forme. Et puis Richard Carapaz qui est aussi dans ce groupe-là. Et un peu plus loin, c'est la hiérarchie qui s'étend un peu avec Max Poole, Michael Storer, Simon Yates, Derek G un peu plus loin, euh, Adam Yates qui perd du temps, donc je le disais, tout comme Thymen Arensman, encore lui, dommage. Et puis Pedersen et Pacek qui ont un peu lâché, quoi. Et finalement, Pidcock n'a pas été capable de jouer la victoire sur cette étape parce que c'était trop dur. Et puis après, donc on a eu Primoz Roglic qui a repris le maillot rose, 4 secondes devant Juan Ayuso, donc ça c'était très serré. 9 devant Isaac Del Toro. Et puis Tiberi ensuite qui était à 27 secondes. Donc premier point marqué par Juan Ayuso. Réaction bizarre de Primoz Roglic. On se demandait vraiment ce qu'il a fait, pourquoi il a. Enfin, il semblait assez bon sur le sprint final. Donc pourquoi il n'a pas suivi l'attaque d'Ayuso? Il avait un petit rictus sur les interviews, franchement illisible. Et donc premier point marqué quand même par Juan Ayuso dans le combat entre Roglic et Ayuso sur cette étape-là. Étape numéro 8, étape qui était franchement intéressante, qui s'est jouée entre les échappés, une étape très difficile. On avait des Français dans l'échappée, Nicolas Prodhomme, Romain Bardet. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de jouer la victoire et c'est Luke Plapp qui s'est imposé. On a eu une énorme bataille pour l'échappée. Je crois que ça a duré 80 km pour sortir, donc c'était. Vu qu'on savait que c'était la seule étape de la semaine qui était dédiée aux échappées, ça a bagarré sévère et donc Luke Plapp s'est imposé devant Wilco Kelderman et puis Diego Ulissi. À noter qu'on avait Ulissi et Fortunato dans le groupe à l'avant. Fortunato qui a fait pas mal de points de la montagne. Et les deux ont repris du temps en général. Parce qu'ils ont fini 4 minutes 50 devant le peloton des favoris. Et donc, à ce petit jeu-là, Diego Ulissi prenait le maillot rose, juste devant Lorenzo Fortunato et juste devant Primoz Roglic. Donc les deux Astana aux deux premières places. Ça n'a pas duré très longtemps, mais donc c'était assez sympa de voir ça. Donc là, on s'est dit peut-être que Fortunato revient un peu dans le jeu pour jouer la victoire finale. Mais ce qu'on attendait vraiment de cette première semaine, c'était l'étape numéro 9, cette étape des chemins blancs qui vient de se finir, avec la victoire d'un revenant, Wout van Aert, qui fait très plaisir. Donc cette étape des chemins blancs, elle a vraiment livré un beau suspense. Moi j'ai eu peur que ça tombe un peu à l'eau, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chemins blancs, parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'équipes qui avaient intérêt à attaquer. Et finalement le salut est venu de Isaac Del Toro et des Ineos, qui ont été les gros attaquants de cette étape-là, qui ont foutu le bazar et qui ont permis une superbe étape, tout simplement, qui est réglée finalement par Wout van Aert. Donc ça fait aussi plaisir de voir Wout enfin regagner une course de son standing. Donc tout d'abord, le premier chemin blanc, il était mené tambour battant par Mats Pedersen. Donc là, on a compris que Ciccone avait envie d'attaquer un petit peu. Donc il était bien entouré avec Pedersen. Il y avait aussi euh, évidemment Matthias Vacek. Et puis aussi l'Autrichien Patrick Conrad, pardon, son nom m'échappait. Donc très bien entouré du côté de Lidl Trek, encore une fois, qui a montré que c'était l'équipe probablement la plus forte de ce Giro. Et ensuite, par contre, Pedersen s'est un peu relevé et on a eu un groupe qui est sorti avec pas mal de favoris, donc sous l'impulsion de Pedersen. Et là, on a eu une chute dans le deuxième chemin blanc qui a notamment mis Roglic au sol.
Tom Pidcock, Brandon McNulty, euh, et donc avec des conséquences non moindres. Bon, sur le moment, ils n'ont pas perdu beaucoup de temps. Ils ont peut-être été entamés un petit peu quand même physiquement. Mais en fait, après, Pidcock a recrevé, euh, Roglic a crevé, Derek G a crevé. Entre deux, on a une attaque de Van Aert qui est partie avec donc Isaac Del Toro, Bernal, Brandon Rivera de la Ineos et puis Thymen Arensman. Donc on avait trois Ineos, Wout Van Aert et puis Isaac Del Toro qui était à l'avant. C'était un scénario de course assez sympa. Et puis ensuite, il y avait un groupe derrière avec pas mal de favoris, à l'exception donc de Primoz Roglic, notamment de Tom Pidcock, qui était plutôt un favori pour l'étape plutôt qu'un favori pour le général. Euh, il n'y avait pas d'Erg non plus, du coup, mais c'était un mano à mano assez intéressant. Énorme travail de l'Ineos, hein, franchement, il faut le souligner. Brandon Rivera, très très fort. Malheureusement, on a eu cette crevaison de Thymen Arensman. Bon, finalement, Thymen Arensman finit dans le temps de Juan Ayuso, donc il s'en sort pas trop mal, mais c'est dommage pour lui, Thymen Arensman, parce que il était dans le bon groupe, tout simplement, et puis s'il avait pas crevé, il aurait pu être d'un meilleur soutien pour Bernal et ils auraient pu aller plus loin. Parce que finalement, Arensman donc est lâché de ce groupe sur ennui mécanique. On n'a plus que Brandon Rivera avec Egan Bernal. Wout van Aert qui évidemment va pas rouler parce qu'il y a Simon Yates derrière et aussi parce qu'il veut la victoire d'étape. Isaac Del Toro qui roule pas parce qu'il a Ayuso derrière. Donc finalement les Ineos se sont fait un peu piéger à leur propre jeu. Et puis à partir du moment où Brandon Rivera n'était plus là, c'était Bernal qui devait gérer le principal du travail et donc il a vraiment perdu beaucoup de force à ce moment-là, Egan Bernal. C'est dommage parce qu'on savait que c'était une étape qui lui correspondait bien. Il y a mis du cœur, il a été à l'attaque, mais ça n'a pas payé parce au final, pardon, c'est Wout van Aert qui s'impose devant Isaac Del Toro. Bah oui, les deux qui n'ont pas trop roulé au début, ils avaient encore beaucoup d'énergie pour la fin et c'était bon, une stratégie de course, franchement, on peut pas leur en vouloir. Et Van Aert donc qui a tenu la roue de Del Toro jusqu'au bout. Franchement, Del Toro, waouh, c'est très impressionnant. On se doutait que c'était une étape qui pouvait lui convenir, mais on ne savait pas vraiment quelle serait la latitude qu'il aurait. Comment est-ce que la UAE allait la jouer avec tous leurs coureurs. Franchement, Del Toro, très impressionnant sur ce terrain-là. Il a vraiment une grosse puissance. Et Van Aert, franchement, ça fait plaisir de le revoir à un si beau niveau. Il a été capable de suivre Del Toro sur les ascensions, sur les attaques les plus difficiles. Et finalement, il l'a débordé dans ce final très tortueux d'ancienne. Franchement, c'était très tendu, mais un beau moment de cyclisme, franchement, avec cette victoire de Wout van Aert devant Isaac Del Toro. Derrière, on a eu le groupe de ceux qui font plutôt une bonne opération en général, en plus d'Isaac Del Toro, on en reparlera juste après. Donc Ciccone, qui a fait une très belle étape, qui finit troisième avec Carapace. Juste derrière, on a Simon Yates et Antonio Tiberi. Et un peu plus loin, on a Juan Ayuso. Juan Ayuso qui a perdu 10 secondes pardon, donc dans la montée finale, qui était pas si bien apparemment. Mais donc ça, c'était ceux qui ont principalement gagné du temps avec Thymen Arensman et Egan Bernal, qui étaient dans ce groupe-là. Donc c'est dommage parce qu'ils étaient à l'avant avant, mais ils ont été repris. Je suis quand même content que Bernal ait réussi à s'accrocher parce qu'à un moment, il semblait vraiment vide. Et puis il y a Adam Yates qui s'est accroché, donc ce top 10, franchement, on a peut-être les 10 premiers du général à suivre en fait. En remplaçant Van Aert par Roglic, c'est à peu près ça, je pense. Donc c'était franchement une étape très sympa avec les favoris qui se sont bien démenés. Et donc ceux qui perdent du temps, c'était donc Derek G, Primoz Roglic, qui perdent 2,22 sur Del Toro et puis à peu près 2 minutes, 1 minute 20 sur tous les autres. Euh, Storer aussi qui a perdu du temps, qui est à peu près dans ce groupe-là, 5 secondes derrière. Et puis après, très très loin, ensuite on a Max Pool à 5 minutes. Max Pool qui était encore très bien placé, mais dommage pour lui. Là, ça paraît compliqué de revenir après un débours si important. Fortunato ou Ulissi, David Gaudu. Donc là, c'est vraiment la fin des espoirs pour David Gaudu. Et c'est la confirmation que Lorenzo Fortunato va plutôt jouer le classement de la montagne. Quoique, il pourrait peut-être revenir dans le général en faisant une échappée au long cours. Donc vraiment, si on devait faire le bilan de cette première semaine du Giro, c'était très passionnant. Franchement, j'ai pris mon kiff sur pas mal d'étapes. Et puis en termes de classement général, si on regarde ce que ça nous donne maintenant, bah, c'est très indécis. Et c'est une configuration que j'aime beaucoup. Donc on est à la fin de la première semaine, sachant que mardi prochain, il y aura un chrono qui va un peu rebattre les cartes, mais pour l'instant, on a Isaac Del Toro qui est maillot rose, avec 1 minute 13 d'avance sur Juan Ayuso, qui est dauphin, donc deux UAE aux deux premières places. À noter quand même que Del Toro, ça risque quand même d'être compliqué en troisième semaine.
mais ça fait plaisir de le voir à cet endroit-là. Il s'est donné pour. Franchement, son panache est récompensé. Donc je pense qu'il tiendra pas les 3 semaines. Un top 10 est envisageable, hein, mais pour le podium, ça devrait être compliqué, mais il est récompensé par ce maillot rose, pour son panache. Donc juste devant Juan Ayuso, à 1,13. À 1,30, on a Antonio Tiberi, donc pas très loin de Juan Ayuso. Tiberi qui a vraiment été invisible et qui a couru à la perfection sur cette première semaine, qui a pas trop perdu de temps, etc. Donc franchement, Tiberi, très très solide, concurrent plus que sérieux pour le podium. Juste derrière, Richard Carapace avec Giulio Ciccone. Alors ça fait très plaisir, parce que c'est deux coureurs dont j'avais un peu peur en première semaine. Carapace, on sait que c'est un coureur de troisième semaine, et là je me suis dit sur cette première, il peut prendre 10 minutes et c'est fini. Et non, Richard Carapace est quatrième du général, à même pas 30 secondes de Juan Ayuso, donc ça c'est un élément super intéressant à prendre en compte, avec Ciccone qui est dans le même temps à peu près. Bon après Ciccone, j'ai un peu moins de garantie sur lui sur la troisième semaine, même si pour l'instant il a été très solide, Giulio Ciccone. Et puis avec eux, dans le même temps aussi, Simon Yates. Ça c'est fou quand même. Simon Yates on l'a pas trop vu non plus, on va pas se mentir, hein. Il a surtout suivi les roues, mais il est dans le coup. Donc Simon Yates, nouveau prétendant au top 10, pourquoi pas au podium. Donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, avec sa nouvelle équipe, la Visma Isobak. Ensuite, on a Egan Bernal qui est septième à 1,57, donc c'est un petit peu plus loin, mais il est toujours dans le jeu, Egan. Et il a montré un beau tempérament sur l'arrivée au sommet, même si c'était très court. Il a attaqué sur l'Estrade Bianche, donc Egan Bernal qui fait un peu le spectacle sur ce Giro. C'est que la première semaine. Moi, j'ai très peur pour lui en troisième semaine, mais pour l'instant, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Ensuite, McNulty et Yates, qui sont à 2 minutes au général. Bon, Yates, a priori, plutôt équipier quand même s'il a toujours un rôle très ambigu. Là, pareil, sur l'étape des chemins blancs, on l'a vu prendre une fois un relais pour Ayuso, mais sinon, je sais pas ce qu'il fait, quoi. Le mec joue vraiment sous bannière neutre, je sais pas. Il est dans la 23e équipe pardon, de ce peloton. C'est vraiment bizarre. Je l'ai pas vu mettre un seul coup de pédale pour l'instant pour Ron Ayuso, c'est particulier. Mais bon, pour l'instant, il est à peu près encore dans la course. Donc ça fait quand même 10, sur les 10 premiers, il y a 4 UAE, même si bon, McNulty, ça devrait pas rester en troisième semaine, et puis Isaac Del Toro, c'est pas forcément certain non plus. Et donc dixième, Primoz Roglic. Primoz Roglic qui a 2,25. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Bah, il a 2,25 de Isaac Del Toro, mais il est qu'à 1,15, 1,12 même de Juan Ayuso. Donc finalement, il est pas si loin. On a vu que sur le premier chrono, Primoz Roglic a repris du temps à Juan Ayuso, et ça fait plaisir de voir Primoz Roglic dans une position de chasseur, parce que c'est ce qui lui arrivait sur le Tour de la Communauté de Barcelone. J'ai oublié son nom, pardon, Tour de Catalogne, pardon. Et dans la dernière étape, il avait dû être offensif et il nous avait fait plaisir. On n'aime pas trop le Roglic défenseur qui fait les sprints au sommet et qui prend des bonifs. Là, ça va vraiment être super sympa à suivre avec Roglic dans cette position de chasseur. Même si son équipe s'est un peu fait décimer, on a vu que Pellizzari était au niveau. Felipe Martinez a totalement disparu, mais Pellizzari est au niveau. Et plus Jay Hindley, mais on verra après le chrono quels seront les écarts, mais probablement que Roglic va devoir attaquer sur ce Giro, et c'est une bonne chose. Et ensuite, après, c'est plus loin, hein. Il y a Storer donc, qui est 11e à 3 minutes, mais c'est déjà un peu loin. On a vu ses premières faiblesses en montagne. Malheureusement, il est peut-être pas au niveau de son Tour des Alpes, mais bon, il peut viser quand même un top 10, Michael Storer. À noter aussi Arensman qui est 13e à 3 minutes 20. Donc 3 minutes 20, c'est encore acceptable. C'est quand même 2 minutes derrière les Ayuso, etc. Mais bon, la troisième semaine est si dure. Au niveau de ceux qui ont perdu beaucoup de temps, bah, on pense forcément à Derek G. Derek G qui est à 4 minutes. Ça fait un peu loin. Il va devoir attaquer. Et Fortunato, bon Fortunato, on ne savait pas trop quel rôle il allait jouer, il a 5 minutes. Max Pool à 5 minutes 30, bah, c'est des coureurs qui sont déjà un peu trop loin, hein. À l'instar aussi de David Godu. David Godu qui est à 7 minutes au général, donc il va devoir jouer les étapes, c'est peut-être plutôt une bonne chose pour lui. À noter qu'il n'est pas premier français au général parce qu'on a Nicolas Prodhomme juste devant lui. Mais donc, moi j'aime bien cette configuration du classement général, pour être très honnête. Déjà parce que Isaac Del Toro, c'est un petit vent de fraîcheur qui fait plaisir. Ça fait plaisir parce que on se dit aussi qu'en troisième semaine, il va flancher. Donc ça rajoute du suspense. Juan Ayuso qui est en bonne position, mais
Bah là, sur la montée finale d'Estrade Bianchi, il était pas si aérien. Ensuite, on a Tiberi Carapaz, Ciccone, Simon Yates, Egan Bernal qui sont en embuscade. Donc ça, c'est un gros pool d'outsiders qui risque d'animer la troisième semaine. Et puis, Roglic en position de chasseur, ça c'est franchement un élément super intéressant. Euh, Évidemment, on refera le point après le chrono du mardi, mais c'est une configuration qui promet pour la suite de ce Giro. Donc voilà, ça c'était pour les étapes de cette semaine. On va parler rapidement des étapes de la semaine prochaine. Malheureusement, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Donc, juste rapidement un point sur les classements annexes avant de partir sur la semaine d'après. Mats Pedersen est le leader de très très loin euh, sur le maillot du classement à points. Il va le garder. Là, ça fait vraiment pas de doute. Il y a d'autres étapes dans la semaine où il va pouvoir reprendre un peu d'avance, on en reparlera, mais donc maillot vert, enfin Cyclamen a peut-être déjà joué en fait malheureusement, donc tant pis, mais bon, c'est quand même mérité pour cette formation Lidl Trek qui a vraiment éclaboussé de son talent cette première semaine du Giro. Au niveau de la montagne, on a Fortunato qui est premier avec 98 points, et on a vu que ça peut aller très très vite les points en montagne, donc il est grand favori quand même pour ce classement. Peut-être qu'un favori qui marcherait très bien pour aller prendre beaucoup de points, mais sinon, il y a Paul Dobel qui a 36 points, mais Paul Dobel en haute montagne, ça va être compliqué. Alors que Fortunato, il a quand même montré sur cette semaine qu'il était fort, donc ça sera ouais, très bonne position pour Lorenzo Fortunato. Et au classement des jeunes, bah, pour l'instant, ça se joue entre Isaac Del Toro et Juan Ayuso, avec Tiberi aussi dans le match, donc ça sera sympa à suivre. Si on regarde la semaine à venir, ce mardi, étape numéro 10, entre Lucca et Pisa, donc Pise, 28 km de chrono. On a une petite montée, mais globalement, c'est très très plat. Donc ça promet. On va avoir des gros écarts au général, hein, tout simplement. Euh, je sais pas si on peut trop se pencher sur les résultats du premier chrono pour anticiper celui du deuxième. Je pense que la bonne forme de Roglic, elle sera encore là, ça c'est sûr. Euh, Ceci dit, il y avait des favoris qui avaient réussi un peu à limiter les pertes de temps. Et c'était notamment dû au fait qu'on ait une partie un peu urbaine, qu'on ait une bosse, etc. Donc c'était pas vraiment un chrono classique et ça faisait que 13 km. Là, on est sur 28 km. C'est pas super super long pour un Giro, pour un chrono, pardon. Mais ça risque de faire des écarts quand même, hein. Donc on refera le point sur le classement général. Et après cette étape-là, là on se disait donc pour l'instant on a des gars comme Carapaz qui sont pas trop loin, Egan Bernal. Là ça risque d'être une autre paire de manches après ce chrono-là. Je pense que ceux qui vont gagner du temps, ça sera évidemment Roglic. On verra Ayuso quel temps il fait, mais Tiberi devrait gagner du temps aussi, donc ça sera sympa à suivre. À noter que Juan Ayuso et Primoz Roglic vont se jouer les places au général. Je pense qu'ils seront peut-être un peu trop loin pour jouer la victoire sur pour jouer la victoire. Je pense que Tarling, qui était prenable sur le chrono d'ouverture à Tirana, là sera trop fort. Il a montré vraiment qu'il était en forme, Joshua Tarling. Là, c'est 28 km, principalement plat. Je pense que Roglic et Ayuso auront un peu du mal à jouer la victoire finale. Mais ils devraient être pas très loin quand même. Et puis je mets dans ce lot-là à peu près un Jevine qui peut faire un beau chrono aussi et aller tâter du podium. Eduardo Affini qui a fait quatrième du chrono en Albanie, qui est capable de faire des bons résultats. Pourquoi pas un Jan Tratnik, mais donc Mattia Cattaneo, mais Josh Tarling, gros favori quand même sur ce chrono-là. Donc ça c'est l'étape 10. Étape 11, étape pour les baroudeurs, je pense. Donc c'est une étape de 20. Donc c'est l'étape du mercredi, je vais réussir à le dire. Étape numéro 11, 186 km, 3800 mètres de dénivelé positif. Ça fait mal. Ça fait mal. On a une difficulté au milieu qui est terrible. C'est l'Alpe San Pellegrino, qui est après 70 km de course, avec 13 km à 8%. Donc c'est très dur, c'est un vrai col de montagne. Les 4 derniers kilomètres sont à 11% de moyenne. Donc ça va être très dur. Euh, Ensuite, on redescend un peu, il y a un col de deuxième catégorie, et un autre col de deuxième catégorie.
dont le sommet est situé à 5 km de l'arrivée, mais c'est 6 km à 6%. Donc je suis vraiment pas certain que ça suffise à faire des écarts au classement général. Donc je pense vraiment qu'un scénario échappé est plus que probable. Je vois pas quelle équipe pourrait contrôler, c'est trop dur, je pense, pour la Lidl Trek quand même. Donc je pense, je pense vraiment que les échappés vont aller se jouer la victoire sur cette course-là. Donc ça sera intéressant à suivre. Il risque d'avoir une énorme bagarre pour prendre l'échappée. Parce qu'il y a 50 bandes de plat, même 60 bandes de plat. Ensuite, on a un petit radar, mais pas très long. Ensuite, un peu de vallée. Et ensuite, ce col de première catégorie où des grimpeurs pourraient sortir. Donc soit on a une première échappée qui part sur le plat, avec pas forcément des grimpeurs. Et là, c'est un peu la loterie. Et ça sera ce coup à suivre. Ou soit ça bataille pendant 80 km et ensuite ça sort dans l'Alpe San Pellegrino. Et ensuite, l'échappée prend très largement de l'avance et puis finit par se jouer la victoire. Mais je vois pas comment ça peut échapper aux échappés, justement. Et franchement, le scénario de course n'est pas écrit du tout. Parce que oui, il y a Skoll qui est très dur, qui va faire des différences au milieu d'étape. Mais ensuite, la fin, c'est moins compliqué, hein. Le premier col de deuxième catégorie, c'est 11 km à 5%. Franchement, 5%, ça passe. Et ensuite, l'autre, qui est situé à 5 km de l'arrivée, c'est 6 km à 6%. Donc un grimpeur peut sortir, mais un puncher qui va vite au sprint peut s'accrocher. Donc ça sera vraiment cool à suivre comme étape. Si on regarde les coureurs qu'on peut envisager dans cette étape-là, en fait, ça dépend un peu de la configuration de ce qu'on a. Est-ce qu'on a une échappée qui part sur le plat ou est-ce qu'on a une échappée qui part sur le première catégorie? C'est vraiment une étape qui me fait penser à l'étape numéro 8 qui a été gagnée par Luc Plapp. Et en fait, je pense qu'on aura des profils similaires. C'est-à-dire qu'on a Luc Plapp qui gagne devant Kelderman. Donc Luc Plapp, plutôt profil rouleur, même s'il grimpe bien. Kelderman grimpeur. Devant Diego Ulissi, puncher sprinter. Ensuite Igor Arrieta, Nicolas Prodhomme, Andrea Vendrame. Donc là, on a les deux décathlons qui finissent ensemble, Prodhomme et Vendrame, alors que Prodhomme c'est un pur grimpeur et Vendrame c'est un puncher sprinter. Donc c'était super intéressant cette étape-là parce qu'il y avait beaucoup de profils qui pouvaient gagner. Finalement, c'était le plus fort, le plus endurant qui a gagné. Et là, je pense qu'on n'en sera pas très loin parce que 3800 mètres de dénivelé positif, c'est très dur. Mais dans le final, ça monte un peu moins, donc ça va être très cool à suivre. Dans les coureurs qu'on peut voir à l'avant, je pense pas que la Red Bull enverra des mecs à l'avant, mais on pourra peut-être voir un Quinten Hermans, même si Quinten Hermans a beaucoup donné en première semaine, donc peut-être un peu compliqué pour lui. Euh, du côté de la Bahreïn, moi je suis pour qu'on envoie encore à l'avant Pello Bilbao. Je sais pas s'il aura tant de liberté que ça, mais ça serait bien de l'envoyer. Et puis pourquoi pas Zambanini, hein. Zambanini, si jamais il arrive à sortir dans une échappée sur le plat avant, une échappée où il n'y a pas trop de grimpeurs, sachant sa vitesse au sprint, attention à lui. Donc ça sera cool à suivre. La Cofidis, bah, c'était un peu la même stratégie que ce qu'on a vu sur l'étape 8. Donc avec des Moniquet, Oldani à l'avant. On verra si ça tient. Évidemment, la Decathlon AG2R a un gros coup à jouer sur cette étape-là. Clairement, ça sera pour Prodhomme et Vendrame. On verra dans quelle configuration de course l'un peut sortir et l'autre. Vendrame, on le disait, il a très bien géré son étape numéro 8, mais il n'était pas assez fort. Là, c'est peut-être encore un coup pour lui, hein, finalement, à Vendrame. S'il règle un groupe de 5 mecs au sprint, c'est possible. Donc franchement, à suivre Andrea Vendrame. Steinhauser, encore une fois. Jefferson Cepeda pour la IF. Du côté de la Groupama FDJ, je ne sais pas si Gaudu aura son bon de sortie. Il est quand même à 7 minutes au général, on peut le laisser sortir. Et vu que cette deuxième semaine lui convient pas trop, c'est peut-être l'étape où il peut sortir. Après, sinon, Geniet qui peut sortir, Enzo Paleni, Rémi Rocha, ce genre de gars. Je serais pas non plus totalement étonné que la Ineos foute le bazar. Après, là, le problème, c'est qu'ils auront deux coureurs bien placés au général, Bernal et Arensman, donc ils auront pas tant de latitude. Mais je pense qu'ils essaieront quand même de mettre un Brandon Rivera, un Lucas Hamilton à l'avant. Côté Israël Première Tech, on va essayer de mettre aussi un coureur à l'avant, Marco Frigo, je pense. Les autres sont peut-être un peu trop mauvais grimpeurs pour aller à l'avant. La Lidl Trek, bah franchement, essayez de mettre Mathias Vacek, hein. Vu comment il grimpe bien, vu comment il va vite, il peut aller jouer la victoire. Donc c'est ce genre de profil que moi je vois bien briller. Euh, c'est vraiment des profils similaires à ce qu'on a vu sur l'étape 8, hein. Donc pourquoi pas encore
un Paul Double à l'avant, un Luc Plapp du côté de la Jayco, ce genre de coureur. Donc ça sera très cool à suivre. Attention à Wilco Kelderman, qui a montré qu'il était très fort. Je pense que Romain Bardet essaiera de sortir aussi, donc c'est pas mal de profils de l'étape numéro 8 qu'on reverra. Et puis enfin, du côté de la XDS Astana, on va encore repartir à l'avant. Qui ça sera? Est-ce que ça sera Pouls? Est-ce que ça sera Scaroni, Ulissi, Fortunato? Je pense que Fortunato sera à l'avant parce qu'il y a beaucoup de points à aller chercher sur cette semaine. C'est la seule étape où il y a beaucoup de points, donc ça sera franchement étape très cool à suivre, peut-être la plus cool de la semaine. Parce que l'étape numéro 12, ça sera du sprint, voilà, je l'annonce directement. Entre Modène et Viadana, on a une première partie d'étape qui est escarpée, mais on finit sur du tout plat. Donc là, très clairement, les équipes de sprinteurs vont rouler, que ça se finisse au sprint. On espère qu'il n'y aura pas de chute dans le final. On espère qu'ils auront la capacité, les équipes de sprinteurs, de mettre leurs sprinteurs dans de bonnes conditions. Et là, les plus rapides, c'est très clairement Olaf Koy et Caden Groves. Pourquoi pas aussi Pedersen aussi dans ce trio-là. Mais donc, pas trop de surprises, je pense, pour l'étape numéro 12. Étape numéro 13, elle est intéressante malgré tout. Euh, Entre Rovigo et Vicenza, parce qu'on a une arrivée très dure. En fait, on a 1500 mètres de dénivelé positif avec pas mal de petites ascensions de quatrième catégorie. Et on a une arrivée très difficile parce que les 800 derniers mètres sont à 7,6% de moyenne. Ce qui fait que, en plus, il me semble que les pourcentages les plus durs sont vraiment sur la fin de l'ascension et donc de la ligne d'arrivée. Et bah, là, je suis bien incapable de vous dire qui va s'imposer. Je pense que Pedersen fait figure d'épouvantail parce que un sprint en montée, c'est forcément fait pour lui. Après, on n'est pas à l'abri de voir un Zambanini attaquer, d'avoir un, je sais pas, pourquoi pas même un Primoz Roglic aller gagner, un Matthias Vacek. Peut-être que plus que Pedersen, en fait, c'est Vacek qui est capable de gagner sur ce profil-là. Euh, j'ai hâte. Ciccone aussi, franchement, à noter. On a vu qu'il avait un bon punch. Donc, on a trois belles cartes sur le côté de la Lidl Trek. Je pense que ce sera plutôt pour Vacek et puis Pedersen. Mais si jamais Ciccone devrait être pas très loin de la victoire, Tom Pidcock. Tom Pidcock, évidemment. Il peut gagner au sommet de ce sprint en montagne. En montée, pardon. Euh, Pourquoi pas Orlui Solar, encore une fois. Mais bon, Orlui Solar, il est plus placé que gagnant. Et puis, surtout, la grosse question, c'est que va faire Wout van Aert? Je pense que c'est plutôt pour Wout van Aert que pour Olaf Koy. Je pense qu'Olaf Koy, c'est trop dur pour lui, ça monte un peu trop. Mais Van Aert, franchement, peut être une très belle carte. Et puis surtout, il a un gain de confiance après ce succès en haut de Sienne au Strade Bianche. Et un coureur comme ça qui reprend de la confiance, qui va retrouver des bonnes jambes au fur et à mesure. C'est un coureur qui encaisse bien les grands tours quand même, Wout van Aert. Donc Van Aert, Pedersen, Vacek, Woodcock, et pourquoi pas Roglic. Je pense qu'on a des très belles cartes. On se pose la question de est-ce que Caden Groves peut passer par exemple et gagner au sprint? Je pense que ça sera peut-être un peu trop montant, mais il a quand même montré des belles capacités de résistance sur les ascensions Caden Groves, donc il sera peut-être dans le top 10, peut-être mieux. Et donc on verra quelles équipes décident de jouer et d'aller chercher les échappées, de rouler, faire un train pour leurs coureurs sur cette étape-là. C'est pas si évident, et franchement, je pense que de toute façon, ça va être compliqué de sortir dans les ascensions avant qui sont pas assez dures. Et donc, sprint à fond les ballons sur ces 800 mètres à 7%. Ouais, donc je pense franchement favori Pedersen avec Vacek. Je mets quand même Tom Pidcock pas loin. Van Aert, je pense qu'il jouera sa carte. Et est-ce qu'il sera capable de tenir sur les 800 mètres, j'espère. Et puis pourquoi pas, franchement, même un Roglic, Ciccone, Ayuso, hein. Faudra qu'il soit bien placé, c'est une autre paire de manches, mais il y a moyen d'aller chercher une victoire à Vicenza. Étape 14 qui lui ressemble un peu, donc c'est l'étape du samedi. Entre Treviso et Nova Gorica, 195 km, globalement plat, même s'il y a des petites ascensions sur la fin du parcours. Il y a notamment une ascension de quatrième catégorie à 8 km de l'arrivée. Et cette quatrième catégorie, elle fait que 700 mètres à 8%, avec un sommet dur.
Et après, c'est assez tortilleux le final, j'ai l'impression. Est-ce que on va avoir des gars capables d'attaquer et de résister sur les 8 derniers kilomètres? Je pense que c'est un peu trop difficile. Donc, encore une fois, je vois là, cette fois-ci la Lidl Trek rouler, éliminer quelques sprinters sur les ascensions de Savère, mais je sais même pas s'ils vont réussir à le faire parce que Savère, c'est l'ascension de quatrième catégorie. C'est dur, mais c'est 700 mètres, quoi. Donc, il reste 8 kilomètres après pour se replacer. Je pense sprint massif avec deux ou trois sprinters qui passent par la fenêtre. Je sais pas qui exactement. Peut-être des Casper Van Uden, ce genre de gars. Euh, Vraiment les sprinters les plus lourds qui lâchent rapidement dans les ascensions. Mais sinon, je pense qu'ils seront quasiment tous là. Donc on verra si la Visma joue pour Van Aert ou pour Olaf Koy. Pedersen sera évidemment très bien emmené sur ce train-là. Max Canter devrait être là aussi parce qu'on a vu qu'il était capable de s'accrocher un petit peu quand ça montait. Est-ce que Michael Zilliard sera là? Est-ce qu'il faut le prendre en compte après son beau sprint sur l'étape numéro 4? C'est une bonne question. Je pense que Casper Van Uden fait partie, donc je le disais, des coureurs qui sont capables de sauter sur cette petite ascension. Pareil pour Matteo Moschetti, qu'on a vu en difficulté le sprinter dès que ça montait un petit peu. Corbin Strong sera bien évidemment là. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de Corbin Strong sur l'étape précédente, mais ça sera aussi une très belle carte, Corbin Strong. Et donc, ouais, encore là, un vrai duel de sprinter, je pense. Mais on verra si. Je pense que les principaux Groves, Coy, Pedersen seront tous là, mais possiblement que certains passent par la fenêtre. Mais bon, globalement, étape un peu insipide encore une fois jusqu'aux 10 derniers kilomètres. En fait, faudra regarder la dernière ascension et puis comment ça se place pour le sprint final. Mais bon, pour une étape d'un samedi, ça fait un peu chier quand même, on va pas se mentir. Donc on disait étape numéro 12, sprint. Étape numéro 13, sprint sur la côte qui fait 800 mètres à l'arrivée. Étape 14, sprint. Euh, Étape 15, dernière étape de la semaine, échappée. Donc là, ça fait un peu plaisir quand même. Mais c'est pas non plus des étapes qui font rêver pour un week-end. Donc l'étape numéro 15 dans la dernière de cette semaine-là, entre Fiume Veneto et Asiago. Désolé si je le prononce mal. Encore une fois, étape typique du Giro. 3800 mètres de dénivelé positif, on arrive sur du plat et les difficultés sont au milieu de l'étape. Notamment le terrible Monte Grappa. C'est fou, hein. Le Monte Grappa, c'est 25 bornes de montée à 6% de moyenne. C'est très très dur. Ensuite, on redescend, un peu de vallée. Et ensuite, on va chercher une ascension de deuxième catégorie, qui est dure quand même. Et dont le sommet se situe à presque 30 km de l'arrivée. Étape de 220 bornes quand même, donc ça aussi, ça va peser dans les organismes. Ça sera une étape dure qui va se jouer entre échappés, encore une fois. L'ascension finale, donc je le disais, le Dori, dont le sommet est situé à allez, 27,5 km de l'arrivée. C'est une ascension de deuxième catégorie, 16 km à 5%. Donc c'est épuisant, mais c'est pas très dur, quoi. Donc je sais pas si on sera capable de faire des différences à ce moment-là. Et surtout, encore une fois, si on se penche sur le profil, les 100 premiers kilomètres sont plats. Il y a juste une côte de quatrième catégorie, qui est dure, certes, 1 km et 12%, mais je suis pas sûr que ça soit certain à sceller le sort de l'échappée. Donc peut-être que sur cette étape-là, il faut regarder les 2 premières heures de course parce que ça va être une énorme bagarre pour l'échappée. Quand même 100 kilomètres avant le Monte Grappa, je pense qu'il y aura quand même un coup qui va réussir à sortir sur le plat. On n'est pas à l'abri de voir des équipes rouler derrière dans le Monte Grappa pour faire ressortir un grimpeur à ce moment-là. Et encore une fois, ça se jouera pas entre les favoris, hein. De toute façon, les favoris, à part le chrono et potentiellement l'étape de sprint en montée à Vicenza, ils seront vraiment tranquillous pour cette semaine-là. Après, on n'est pas à l'abri d'une chute à la Jane Lay, hein, mais ils seront très tranquilles. Mais là, sur cette étape-là, donc ça devrait être d'autres équipes qui vont faire le travail. Des Astana, des Picnic, ce genre des IF, des chasseurs d'étapes, hein, tout simplement. Mais donc, ouais, je pense qu'un premier coup va sortir sur le plat, et ensuite un autre coup va sortir sur le Monte Grappa. Donc on devrait voir encore Lorenzo Fortunato dans ses œuvres pour aller chercher des points au sommet du Monte Grappa. Et par contre, pour les autres coureurs, bah, c'est franchement même profil que pour l'étape numéro 11 pardon. Franchement, c'est échappé avec scénario totalement indécis. Et c'est aussi ça qu'on aime dans le vélo. Donc si on fait le bilan rapidement de cette semaine,
un chrono qui sera très important pour le général, une étape pour les échappées qui sera particulièrement intéressante à suivre, 3 étapes de sprint/sprint en montée, où on pourra se contenter de regarder les 10 derniers kilomètres à chaque fois, et ensuite, heu, cette dernière étape pour les baroudeurs, avant une troisième semaine qui s'annonce terrible, tout simplement. Donc c'est pas la semaine la plus enthousiasmante du Giro. On va pas regarder beaucoup d'heures de Giro sur cette semaine-là, notamment si c'est saccadé, comme vous avez pu voir sur la retransmission Max, c'est les étapes de cette semaine, c'était un peu pénible. Mais donc, ouais, deuxième semaine un peu chiante, on va pas se mentir. Mais de toute façon, la troisième semaine est si dure que ils pouvaient pas trop mettre des étapes de montagne en deuxième semaine non plus, donc on peut pas vraiment leur en vouloir. On aura quand même deux belles étapes intéressantes à suivre pour les échappées. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve donc dans une semaine pour le débrief de la deuxième semaine donc, et la preview de cette dernière semaine qui s'annonce vraiment terrible. Salut!